Tiane Ndiaye, professeure de philosophie, elle capitalise une formation en journalisme communication et des expériences dans la presse écrite. Face à la maladie, elle apporte son témoignage de victime du cancer, raconte l'univers des personnes atteintes de cette maladie et les problématiques auxquelles les patients sont confrontés. Tiane Ndiaye, avec son livre « Malade du cancer », l'œil d'une patiente, aujourd'hui sur livre ouvert. Bonjour et bienvenue au cours Sainte-Marie de Anne. Le club de lecture du CDI vous accueille chaleureusement et vous remercie de votre présence. Couper une partie de chair à quelqu'un, en particulier au niveau d'un organe aussi sensible que le sein, devrait nécessiter une anesthésie normale, c'est-à-dire qui réserverait le malade de la sensation des douleurs atroces qui peuvent en découler. Je pense que c'est un minimum, sauf que dans mon cas, je n'ai pas pu bénéficier de ce minimum. C'est en effet dans des douleurs inqualifiables que j'ai subi l'intervention. L'équipe qui s'affairait autour de moi pour préparer l'acte chirurgical était composée de 3 jeunes gens, 2 hommes et une femme. Après avoir nettoyé la partie du sein où logeait le nodule, l'un d'eux a pris un instrument et je n'ai pas pu identifier pour couper une partie de l'endroit ciblé. Ce moment, je pensais que je ne pourrais jamais l'oublier tant la douleur ressentie était vive. Alors que je croyais être enfin tirée d'affaire, j'entendis une voix indiquer au reste de l'équipe chirurgicale que le morceau prélevé était trop petit et qu'il fallait en couper un autre. J'ai eu l'impression qu'il fallait d'être dans un cauchemar qui n'en finissait pas. Il y a juste quelques années, le cancer était considéré comme une maladie qui ne touchait que les riches. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette pathologie concerne de plus en plus des franges pauvres de la population sénégalaise, ce qui justifie en grande partie le taux élevé de mortalité. Il faudrait en effet souligner qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'assurer la prise en charge financière de cette maladie pour le moins coûteuse. Rien que pour faire un diagnostic complet, afin d'être fixé sur le fait qu'on développe un cancer ou pas, il faut dépenser des centaines de mille de nos francs. Si on prend l'exemple du cancer du sein, le malade commence par la consultation qui vaut 5 000 francs. Notez qu'avant chaque séance de chimiothérapie, le patient doit faire des analyses de sang. Et après avoir terminé de faire des séances, il doit faire un nouveau bilan médical pour voir si le traitement a eu l'efficacité escomptée ou pas. Ce qui occasionne d'autres dépenses souvent très salées. Par exemple, pour le scanner, il faut entre 100 000 francs et 150 000 francs. Cela dépend de la structure sanitaire. Pour la mammographie, il faut entre 40 000 francs, hôpital Dantec et hôpital Fann, 60 000 francs dans le privé et 78 000 francs, hôpital principal de Dakar. Si les examens sont concluants, le malade poursuit son traitement et dans le cas contraire, il reprend tout le processus avec un nouveau protocole médical. Il arrive qu'un malade ait plusieurs protocoles durant son traitement. Dans pareille situation, l'État pourra-t-il alors prendre en charge tous les protocoles du patient? Je dois préciser que j'ai été encore victime de laxisme de l'administration sénégalaise lorsque j'ai introduit, pour la seconde fois, une demande de mutation. J'ai déposé la demande à l'inspection d'académie IA de Fatick le 21 février 2018. Cette dernière l'a acheminée au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Une convocation m'a été alors délivrée par voie hiérarchique. Mais alors que j'étais convoqué pour le 13 mars 2018, je n'ai été au courant de ma convocation que le 26 juin 2018. Et de surcroît, par pur hasard. En fait, c'est mon proviseur qui, en déplacement à l'IA de Fatick, a trouvé le courrier dans le casier dédié de notre lycée. Ce qui signifie que s'il n'avait pas décidé de jeter un coup d'œil dans le casier, je n'aurais certainement jamais rien su pour la convocation. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, permettez-moi d'abord de remercier Madame Kane, qui n'est pas là aujourd'hui et qui m'a mise en rapport avec toute l'équipe. Monsieur Sarr, que j'ai trouvé ici la dernière fois, Madame Diémé, à vous aussi. Et j'apprécie positivement donc, les extraits qui ont été lus, parce que ce sont des extraits qui mettent en exergue les problèmes auxquels j'ai été confrontée, auxquels d'autres malades du cancer sont confrontés.
soit dans les structures sanitaires, soit dans d'autres structures. Mais dire juste que si j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre, c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça a été très dur et lourd physiquement et moralement. Et est-ce que pour aider des personnes qui n'en savent rien de cette maladie, vous avez établi des campagnes de sensibilisation? Merci pour cette question qui est d'une grande importance. Parce que comme je le souligne dans le livre, le grand problème reste le problème de la communication. Donc on communique très mal autour de cette maladie, ce qui fait que cette maladie-là n'est pas maîtrisée. Donc j'avais envisagé, une fois le livre sorti, de faire même le tour d'un certain nombre d'écoles. J'en avais déjà discuté avec des collègues qui m'avaient donné leur accord pour me dire qu'ils vont m'inviter, chacun à son tour. Mais malheureusement, ça a coïncidé avec la Covid-19. Et donc, depuis lors, je n'ai pas pu faire beaucoup de déplacements au niveau des écoles parce qu'avec la Covid-19, ce n'était pas évident. Mais quand même, c'est dans mes projets d'aller sensibiliser les élèves particulièrement. Et d'autant plus que, comme je le souligne dans le livre, c'est une maladie qui de plus en plus touche des jeunes, particulièrement les jeunes filles. Donc, j'ai l'habitude d'aller à l'hôpital et chaque fois que je vais à l'hôpital, donc je vois des adolescentes qui viennent pour se soigner aussi d'un cancer du sein ou d'un autre type de cancer. Étant donné que beaucoup de femmes atteintes de cancer du sein sont abandonnées par leur conjoint, est-ce que le vôtre a été présente pour vous en ces moments difficiles? Question importante aussi. Par la grâce de Dieu, je peux dire oui. J'en parle pas dans le livre parce que c'est une option que j'ai faite moi-même. J'en ai discuté avec lui parce que moi, mon objectif en écrivant ce livre, c'était surtout de mettre en exergue les problèmes, les difficultés auxquelles les malades sont confrontés. Mais je le dis aussi dans le livre, je dis dans le livre que si je m'en suis sortie, c'est surtout parce que j'ai eu à bénéficier du soutien moral, du soutien financier de ma famille. Donc, n'eût été ce soutien-là, je pense que ça aurait été difficile de m'en sortir, franchement. Après votre demande de mutation, après vos demandes de mutation, et dans le livre, vous avez parlé de demande de mutation. Mais après l'apparition du livre, est-ce que vous avez rencontré un cas là où la demande de mutation a été acceptée? Oui, ça existe. Mais généralement aussi, comme c'est toujours le cas chez nous, généralement, il faut toujours avoir ce qu'on appelle le bras long. Alors que ça, pour moi, c'est... Pour moi, quand la personne a droit à quelque chose, il faut lui accorder ça. Donc d'autant plus que moi, c'est mon médecin traitant qui m'avait demandé de déposer. Parce qu'il m'avait dit, vous ne pouvez pas faire des va-et-vient entre Fatick et Dakar. C'est assez... Donc la distance est assez longue. Donc vous ne pouvez pas faire des va-et-vient pour venir faire vos séances de chimio. Donc la chimio, comme on le sait, c'est un traitement très lourd avec des effets secondaires très lourds. Donc il m'avait demandé de faire cette demande-là pour pouvoir me rapprocher de mon médecin traitant, d'autant plus que moi je suis de Dakar. Donc c'est dans cette perspective que j'avais introduit ces deux courriers. Donc ces deux courriers différents, j'ai introduit une première fois, ça n'a pas été accepté. J'ai introduit une deuxième fois, ça n'a pas été accepté. Et pourtant, je réunissais toutes les conditions pour bénéficier de cette mutation. Alors que, en même temps, il y a des gens qui sont mutés et qui n'en ont même pas besoin, juste parce qu'ils ont le bras long. Donc, juste pour dire que c'est un ensemble de frustrations, si je puis m'exprimer ainsi, qui m'ont amené, c'est toutes ces frustrations qui m'ont amené à écrire ce livre. Parce qu'il est clair qu'il y a d'autres qui vivent les mêmes choses et qui ne peuvent pas en parler. Vu les difficultés que vous avez traversées, est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit d'abandonner? D'abandonner la lutte? Bien. Jamais. Jamais. Et je le souligne aussi dans le livre. Donc, dans le livre, je dis que moi, je reste convaincue, c'est ma conviction personnelle, que si je m'en suis sortie, c'est parce que j'ai eu à faire preuve d'une grande foi. Franchement, moi, je pense que la foi peut nous permettre de venir à bout de tous les maux. C'est ma conviction personnelle. Et j'en suis convaincue. Et j'en ai été d'autant plus convaincue qu'une fois, j'ai eu à discuter avec des assistantes sociales qui m'ont dit qu'elles ont eu
une expérience de 15 à 20 ans, voire même plus, et que le constat qu'elles ont fait, ces assistantes sociales, c'est que ce sont les malades qui font preuve de foi, qui s'en sortent généralement. Mais les autres, généralement, donc, la maladie les gagne rapidement et ils en meurent. Et c'est ça aussi, ça s'explique parce que mon médecin a eu à discuter avec moi autour de ça et il m'a dit, en fait, le stress, ça accélère la maladie. Donc, quand on est stressé, le cancer s'accélère. Et donc, plus on est stressé, plus on se condamne, en fait, à la mort. Voilà. Après la sortie de votre roman, est-ce que vous pensez avoir sensibilisé de grands personnages ou des associations qui pourront vous aider à la lutte contre le cancer? Ok, donc merci pour cette question. C'est vrai que la sensibilisation, la communication, elle est essentielle. Et j'ai eu à faire beaucoup de plateaux de télé, donc pas mal de télé de la place, à faire des interviews dans des journaux, etc. Au niveau du ministère de la Santé, le ministre a eu le livre. Donc je pense que le livre est arrivé quand même à un certain niveau. Et moi, c'était surtout mon objectif. Mon objectif surtout, c'est que les gens qui doivent être au courant des problèmes des malades soient au courant des problèmes des malades. C'était ça mon objectif. Et je pense que par rapport à ça, j'ai eu pas mal de satisfaction. D'ailleurs, c'est à travers une émission que Mme Kane m'a vue. C'est en suivant une émission sur la RTS que Mme Kane m'a vue. Elle a suivi l'émission et c'est comme ça qu'elle m'a contactée. Vous avez écrit ce livre en racontant votre expérience et l'expérience de nombreux patients. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui vous a touché ou qui vous a marqué et pourquoi ça? Voilà, donc comme je le dis tout le temps, moi c'est l'expérience qui m'a le plus marqué. C'est l'expérience de cette femme d'un âge assez avancé et qui tout d'un coup s'est mise à crier, à dire au médecin qu'elle ne voulait plus être soignée, qu'on n'avait qu'à la laisser mourir. Et quand on lui a demandé pourquoi, donc elle nous a dit qu'elle en était à son 27e protocole. Ça veut dire un protocole, c'est un ensemble de médicaments qu'on te donne pour guérir la maladie. Si ça ne marche pas, on te change de protocole. Et elle en était à son 27e protocole. Et chaque protocole te coûte des millions. Donc elle s'en voulait en quelque sorte. Elle se sentait coupable de ruiner ses enfants, de ruiner sa famille. Et elle se mettait à crier, etc. Et c'est une expérience qui m'a tellement choquée que ça m'a marqué, franchement. Selon vous, comment faudrait-il sensibiliser et éduquer la population sénégalaise et surtout la population sénégalaise jeune? Donc, surtout leur parler en utilisant les moyens que les jeunes utilisent aujourd'hui. Et les moyens que les jeunes utilisent aujourd'hui, c'est surtout les réseaux sociaux. Voilà. Donc, on peut axer la communication autour des réseaux sociaux, etc. pour vous sensibiliser. Parce que ça, je pense que c'est essentiel. Parce que si les jeunes sont sensibilisés par rapport à la maladie, donc dès qu'ils ressentent quelque chose d'anormal, etc., ils pourront donc aller au niveau des structures sanitaires. C'est vrai que la maladie touche particulièrement les femmes, mais les hommes aussi sont concernés. Les hommes aussi sont concernés et c'est aussi des formes de cancer assez terribles que les hommes développent. Voilà. Vous pensez savoir comment vos enfants ont vécu cette période? Parce que ça doit être difficile de grandir sans l'amour de sa mère. Oui, évidemment, mais j'ai 2 filles. Donc à l'époque, elles étaient très jeunes parce que la grande, elle avait que 6 ans, alors que la petite avait 3 ans. Voilà. Donc au début de la maladie, quand j'ai appris que je souffrais du cancer, donc elle n'était pas assez mature pour se rendre compte de ce qu'est le cancer, le danger que ça représente, etc. Donc c'est moi qui me posais des questions, qui me demandais qu'est-ce que mes enfants vont devenir une fois que je serai morte. Parce que aussi, moi aussi j'ai été victime de cette idée-là, selon laquelle cancer rime avec mort. Parce que c'est pour dire que la communication ne passe pas. Généralement, nous pensons qu'une personne qui souffre du cancer, donc son issue fatale, c'est la mort. Voilà. Et moi, la question que je me suis posée, dès que le médecin m'a annoncé la nouvelle, mes premières pensées sont allées vers mes enfants. Et je me demandais comment elles vont faire
pour vivre sans moi. Mais aujourd'hui, elles savent de quoi il s'agit. Donc, elles me soutiennent, etc., dans la lutte que j'ai eu à mener. Et je pense qu'elles ont joué un rôle fondamental. Voilà, parce que je me disais, elles sont petites, donc je n'ai pas le droit de les laisser là. Il faut que je lutte pour m'en sortir et continuer à les accompagner. Étant donné que le stress augmente la progression de la maladie, est-ce que le nombre de décès aurait diminué si le personnel sanitaire avait modifié ses comportements envers les patients? Très bonne question. Parce que je pense aussi que la première chose à laquelle le malade doit avoir droit, c'est à un bon accueil. Donc si tu viens dans un endroit et qu'on t'accueille bien, je pense que là, tu es serein, etc. Mais si on t'accueille de manière donc, qui n'est pas donc, la manière dont on devrait t'accueillir, donc là, ça te stresse, d'autant plus que tu es un malade. Tu viens à l'hôpital pour savoir ce que tu as. Déjà, pour savoir ce que tu as, c'est tout un problème. Tu fais des va-et-vient pendant des mois, on te fait faire des examens de toutes sortes, on te fait dépenser une fortune sans te dire exactement ce que tu as. Déjà, ça, c'est un problème. Une fois qu'on te dit que tu as telle maladie, le cancer, le stress augmente parce que déjà, nous, on a une idée assez biaisée du cancer. On pense que cancer égale mort. Ça aussi, ça augmente le stress. Quand tu vois le médecin te dit, pour te soigner, il te faut tant de millions. Est-ce que c'est à ta portée? Il est clair que la plupart des Sénégalais, donc leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de prendre en charge une maladie qui coûte des millions. Donc tout ça, c'est des stress que vous accumulez. Et plus vous accumulez des stress, plus la maladie s'accélère. Donc ce qui fait que, donc, on pourrait dire, comme vous l'avez si bien dit, que pour sauver le maximum de malades, il faudrait mettre à l'abri le maximum de malades du stress. Mais aussi, c'est quelque chose qui n'est pas encore à l'ordre du jour. On nous dit que la chimiothérapie est gratuite, mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, plus que jamais, les malades sont dans des problèmes. Parce que quand on dit que la chimiothérapie est gratuite, ceux qui nous aidaient à acheter les médicaments ne nous aident plus. Parce qu'ils se disent que comme les médicaments sont gratuits et qu'ils coûtent excessivement cher, donc si on dit maintenant c'est gratuit, tout le monde dit Alhamdoulilah. Et tu vas à l'hôpital pour avoir les médicaments, on te dit que les médicaments sont en rupture. Tout le temps, les malades se plaignent tout le temps. Parce que tout le temps, on te dit que les médicaments sont en rupture. Il te faut attendre que les médicaments soient disponibles. Quand est-ce qu'ils seront disponibles? On ne sait pas. Or, si tu restes 2 semaines sans prendre correctement le traitement, tout le traitement sera remis en cause et tu seras obligé de reprendre le traitement depuis le début, en passant par les examens, les scanners, etc., qui coûtent entre 300 et 500 000. Donc ces examens-là, avant qu'on te dise tu es malade ou pas, ça coûte entre 300 et 500 000. Et ça, il est clair que ce n'est pas donné à tous les Sénégalais. C'est difficile, franchement. Est-ce que vous croyez que la sortie de votre livre a eu des répercussions sur l'hôpital où vous vous êtes fait soigner? Oui, je pense que oui. En tout cas, ils ont eu le livre. Donc chaque fois quand je vais à l'hôpital, je dis, ah, toi tu nous traites de tous les noms d'oiseaux, etc. Je dis non, je n'ai fait que constater des faits. C'est ce que j'ai vécu dans ces structures sanitaires, et ce n'est pas une seule structure sanitaire, c'est beaucoup de structures sanitaires où j'ai eu à donc aller pour mes soins, des examens médicaux, et même pour une intervention chirurgicale. Donc mon intervention chirurgicale, j'ai eu à la subir au niveau de l'hôpital militaire de Ouakam. Mais dans cet hôpital, comme je le raconte aussi dans le livre, j'ai failli même perdre la vie. Parce qu'après l'intervention, il fallait que les infirmiers assurent les pansements et autres. Et ces pansements ont été mal faits. Ce qui fait que j'ai eu une infection qui a failli me coûter la vie. Et dans cet hôpital, j'ai été victime de laxisme, comme je l'ai dit. Donc une fois, je me tordais de douleur, ma soeur est allée en haut pour leur demander de venir voir, me faire un pansement. Mais pour avoir ce pansement, il m'a fallu attendre 4 heures de temps en me tordant de douleur, alors qu'ils étaient là, ils ne faisaient rien, en train de prendre le petit déjeuner, de discuter, voilà. C'est écœurant, à la limite. Franchement, quand je suis sortie de cet hôpital, je me suis dit là,
je ne vais plus taire toutes ces difficultés, je ne vais pas les taire. Parce qu'il est clair que je ne suis pas la seule personne à en être victime. Il y a beaucoup de patients qui en sont victimes. Et je me suis dit, je vais en parler, je vais rendre toutes ces difficultés-là publiques, voilà, pour qu'on sache qu'au niveau des hôpitaux aussi, il y a des gens qui ne font pas le travail donc pour lequel ils ont été amenés là. Comment vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous allez souvent vous faire diagnostiquer par précaution? Voilà, donc merci aussi pour cette question qui est aussi d'une grande importance parce que le cancer aussi c'est une maladie assez vicieuse et assez sournoise. Donc ce qui veut dire que vous pouvez penser que vous en êtes guéri et quelques mois ou quelques années plus tard, on vous dit que vous développez encore la maladie. Donc il faut un suivi. Il faut un suivi. Donc au début, quand j'ai fini les traitements et qu'on a constaté que le traitement était efficace, donc je devais venir tous les 6 mois à l'hôpital, donc avec des examens, des résultats d'examen, etc., pour voir si ça va toujours. Donc la dernière fois, je suis allée au mois d'août et le médecin m'a dit ça va et il m'a dit désormais, tu viens, mais 1 fois par an. Voilà. Donc ça veut dire que ça évolue positivement par la grâce de Dieu, mais on n'est jamais sûr de rien. Et c'est pourquoi, dans ce domaine-là, on ne parle même pas de guérison quand il s'agit de cancer, on parle de rémission. Parce que quand on dit on est guéri, ça veut dire que tout est fini. Mais on parle de rémission parce qu'à tout moment, le cancer peut encore surgir. Voilà, donc franchement, je vous remercie. Je remercie les cours Sainte-Marie de Anne pour l'attention particulière que vous avez donc accordée à cet ouvrage. Et comme je l'ai dit aussi, le cancer, c'est devenu un véritable problème de santé publique. Donc, si on est directement concerné, c'est là où on se rend compte de l'ampleur du problème. Donc, il y a beaucoup de gens qui en souffrent et beaucoup de gens en meurent. Parce que selon les chiffres qui sont donnés, 70% des malades meurent. Donc, ce qui veut dire que seuls 30% arrivent à y échapper. Donc, c'est trop. C'est un pourcentage trop élevé. Et donc, il faut faire le diagnostic, communiquer autour de ça, voir comment maintenant on va faire pour que ce taux-là soit revu à la baisse. Parce que 70% quand même, et chaque année, il y a plus de 10 000 nouveaux cas qui sont enregistrés. Cette année, il y a encore davantage de cas qui sont enregistrés par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire que chaque année, ça évolue. Et malheureusement, les conditions ne sont pas là pour freiner la maladie. Les malades, souvent, ils sont laissés à eux-mêmes. Et ça, donc la conséquence de tout ça, c'est qu'ils meurent donc à l'appel, si je peux m'exprimer ainsi. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci Ndiaye d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.